Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette table ronde consacrée à un enjeu clé, la place du numérique dans le parcours de soins des personnes âgées et plus particulièrement l'apport des outils du Ségur du numérique en santé. Le DMP, connu sous le nom de dossier médical partagé, l'AMS Santé, la messagerie sécurisée, Mon Espace Santé ou encore l'INS, connu sous le nom d'identité nationale de santé. Tous ces outils, bien sûr, dans le but d'améliorer la coordination des soins. Nous sommes accueillis aujourd'hui à l'hôpital Paul Brousse, un établissement de référence dans la prise en charge gériatrique. C'est un lieu qui incarne bien les réalités du terrain et les enjeux de la coordination entre la ville, l'hôpital, le médico-social et bien sûr les aidants. Pendant longtemps, la coordination a été freinée par des outils qui ne communiquaient pas bien entre eux, des échanges d'informations dispersés et un cloisonnement entre les secteurs. Nous verrons lors de cette table ronde comment le numérique a pu outiller une nouvelle organisation territoriale, autour notamment de la gestion des entrées et des sorties d'hospitalisation des personnes âgées. Cette table ronde se déroulera en 3 temps. Il s'agira d'abord de comprendre les constats de départ et les besoins en coordination qui ont motivé ces changements. Dans un deuxième temps, nous verrons comment les outils du Ségur ont été mis en place dans les pratiques de terrain. Et enfin, de partager les résultats observés, les bénéfices concrets et les pistes d'amélioration. Avant de commencer, je vous propose un rapide tour de table. Merci à nos intervenants d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Bonjour, Magali Guichardon, je suis médecin gériatre, chef de service à Paul Brousse, hôpital de l'assistance publique à Villejuif, et je suis également coordinatrice de la filière gériatrique du territoire Val-de-Marne-Ouest. Bonjour, je suis Cécile Montanuy, secrétaire médicale en gériatrie. Bonjour, je suis Nadine Durand, je suis responsable de la stratégie médicale sur le GHU Paris-Saclay et j'ai une double casquette puisque je suis référente ville-hôpital également, d'où la raison de ma présence aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Jacques Cité, je suis médecin généraliste sur la commune de Cachan, dans une maison de santé qui s'appelle la maison de santé des Terres de Bièvre. Et je suis aussi président de la CPTS de la Bièvre, toujours la Bièvre, qui est une CPTS sur 5 communes, L'Haÿ-les-Roses, Cachan, Fresnes, Rungis et Chevilly-Larue. Environ 115 000 habitants. Et par ailleurs, parce que c'est important, je suis aussi enseignant en médecine générale, maître de stage, avec beaucoup d'étudiants qui viennent sur nos territoires. Et il y en aura encore plus avec notamment le stage de 4e année qui va se mettre en place l'année prochaine. Et donc on a beaucoup d'espoir de pouvoir investir le territoire avec des jeunes et qu'ils y restent. Nadine, merci pour votre présentation. Quels étaient selon vous les principaux défis liés à la coordination entre les différents acteurs du parcours gériatrique ? Est-ce que vous pouvez restituer la genèse de la nouvelle organisation en place ? Bien sûr, alors les principaux défis, c'était d'abord se connaître et également apprendre à se connaître. Parallèlement, on a recensé d'abord l'ensemble des besoins des acteurs, mais également leurs contraintes et leurs difficultés. En termes de genèse, on a mis en place un groupe de travail qui a été diligenté par le docteur Cité, qui nous avait demandé de travailler sur les entrées et les sorties. Plusieurs réunions de travail ont donc eu lieu et on a évoqué de façon consensuelle des solutions différentes qu'on a ensuite présentées à l'ensemble des acteurs. Et une solution a émergé pour mettre en place ce projet qui est devenu efficient. Professeur, est-ce que du coup vous voulez rajouter un mot sur cette question ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, on a commencé en fait cette question de la ville, entre la ville et l'hôpital d'un point de vue expérimental. Au moment où on a commencé à travailler sur la coordination sur le territoire, nous avons commencé petit, avant même que la CPTS apparaisse. Nous avons été choisis au niveau national pour pouvoir faire une expérimentation article 51 qui s'appelle encore IPEP, l'incitation pour une prise en charge partagée. Et on a candidaté parce qu'on pensait que c'était vraiment ça qui préfigurait réellement
ce que pouvait être une CPTS. Plutôt que de vouloir regrouper des gens, plutôt travailler sur des projets et sur la modification des parcours. Et donc, ça a été un des indicateurs que nous avions choisi dans cette expérimentation. Donc, on a dit que c'était une priorité et on a travaillé là-dessus. Et comme il y avait une forte expérience et culture autour des personnes âgées, et qu'on travaillait aussi avec le DAC 94 Ouest, qui faisait partie des acteurs qui réfléchissaient à cette expérimentation, on a naturellement posé la question auprès de la population âgée. Parce que c'était la plus fragile, c'est celle qui posait le plus de difficultés. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus et on était conscient qu'il y avait plusieurs difficultés, mais qu'on était en capacité de les surmonter, puisque les acteurs déjà se connaissaient un petit peu et qu'il fallait aller un peu dans ce sens-là. Donc, la première des choses, c'était déjà que les gens puissent se rencontrer, ensuite travailler ensemble, connaître nos difficultés et ensuite trouver une solution qui soit viable dans le temps. Docteur Guichardon, avez-vous souvenir d'une situation clinique où le manque de partage d'informations a clairement compliqué votre intervention, au point où vous vous êtes dit qu'une meilleure coordination et qu'un outil partagé aurait vraiment été nécessaire? Alors j'en ai plein à l'esprit, mais je pense que ce qui parle le mieux, c'est lorsque l'on parle de l'hôpital, le mode d'entrée à l'hôpital. Très souvent, ce sont les urgences. Et pour une personne âgée, fragile, polypathologique, arriver aux urgences, c'est un peu arriver en terre inconnue. Et le problème, c'est que c'est une terre inconnue à la fois pour le patient qui arrive, qui est la plupart du temps confus parce que très âgé, parce que très malade, souvent pas accompagné, mais c'est également une terre très inconnue pour les professionnels de santé de l'hôpital qui accueillent quelqu'un avec finalement pas beaucoup d'éléments sur ce qui s'est passé les jours, les semaines, les mois avant. Et prendre en charge une personne de 90 ans, cela demande la connaissance du mode de vie, la connaissance des traitements, la connaissance des antécédents. Et au moment où ça se passe, on n'avait absolument aucun renseignement. Et donc la personne était en terre inconnue et les professionnels aussi. Et donc c'est vraiment sur ces éléments-là que la discussion a pu porter et devait se porter, parce qu'on se retrouvait à faire des examens qui avaient déjà été faits, à éventuellement programmer des explorations qui avaient été faites mais dont nous n'avions pas connaissance. Donc vraiment, l'histoire et l'écologie de la personne âgée à son domicile, il faut la connaître quand il arrive à l'hôpital, et à l'inverse, lorsque la personne retourne à son domicile, il faut que les intervenants du domicile sachent ce qui s'est passé à l'hôpital. Donc c'est à partir de ce constat-là qu'est partie la réflexion et la discussion. Il y avait un vrai manque de communication pour améliorer la prise en charge. Il y avait un manque de communication, mais surtout, il n'y avait pas les outils. Et c'est vrai que prendre un téléphone à 2 heures du matin, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec les professionnels, avec la famille, et c'est normal. Et donc, l'idée était vraiment de savoir. Et de même, lorsqu'un professionnel libéral de ville reprend en charge une personne âgée qui sort de l'hôpital, elle n'a pas le temps d'aller chercher l'information, de savoir ce qui s'est passé pendant que le patient était hospitalisé. Donc c'était vraiment un échange. L'idée, c'est d'avoir des échanges qui soient au bénéfice, bien évidemment, du patient dans son parcours et dans son parcours ville-hôpital, parce que définitivement, dans les pathologies chroniques, eh bien, les personnes âgées sont à l'hôpital, sont prises en charge à l'hôpital, en hospitalisation complète, en ambulatoire, sont prises en charge à domicile, à un moment donné par un kiné, à un moment donné par un autre professionnel de ville, par une infirmière ou pas. Donc, on a besoin de savoir ce qui se passe auprès de nos patients âgés. Aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Exactement. Tout au long de leur parcours, je devrais dire. Tout à fait. Merci beaucoup. Jacques, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je me reconnais tout à fait, mais dans la version ambulatoire de ces problématiques de communication, et surtout dans des situations un peu d'urgence, c'est-à-dire dans le but de pouvoir agir efficacement en étant le plus efficient possible, efficient étant donné de ne pas reprendre les ressources qui ont déjà été développées. Et donc, c'est sûr qu'il y a besoin d'avoir une communication qui soit plus fluide. Et c'est vrai que les temporalités ne sont pas les mêmes.
entre la ville et l'hôpital, lorsque on consulte, on n'est pas forcément disponible pour répondre, et inversement, lorsque notre collègue à l'hôpital est en train de travailler. Et donc, on a besoin d'avoir des instruments qui permettent d'avoir de l'information un peu atemporelle, mais qui permettent de décider. De la même manière, lorsque le patient va arriver dans le secteur hospitalier, le fait d'avoir cette information est pour nous déjà quelque chose d'important, puisque ça signifie qu'il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas forcément nous qui sommes à l'origine de son entrée. Donc ça, c'est une information qui est significative. Et pour nous, médecins traitants, on se prépare au moment où ce patient va sortir s'il sort. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, ce sont des patients âgés, polypathologiques, comme l'a dit Magali. Donc ça signifie qu'ils sont plutôt vus à domicile. Ça signifie programmer aussi, organiser son travail. Voilà. Et d'autant plus que maintenant, on a la chance, notamment lorsqu'on travaille en maison de santé, de travailler avec des nouveaux métiers, comme les infirmières de pratique avancée, qui ont un gros travail aussi de coordination avec nous. Et donc ça peut s'organiser en équipe si on sait. Donc l'information, du coup, devient très, très importante de savoir quand est-ce que le patient il rentre, qu'est-ce qui s'est passé éventuellement pendant, si c'est compliqué, si c'est complexe, et puis qu'est-ce qui va se passer lorsque ce patient va sortir. Et donc ça, c'est une chose qu'il était nécessaire de mettre en place. De toute façon, on ne pouvait pas rester dans la situation dans laquelle on est. Magali, avant l'arrivée des outils numériques, quels étaient selon vous les principaux freins ou points de rupture dans la coordination en gériatrie ? Pour reprendre ce qu'on vient de dire, c'est vraiment la notion de temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer qu'une journée, que ce soit en ville ou à l'hôpital, elles sont chargées. Les journées, elles sont très, très chargées. Et qu'aller chercher l'information, ça peut prendre beaucoup de temps quand on n'a pas un outil dédié. Vous pouvez rester pendant des heures avec un téléphone qui sonne. Vous pouvez essayer de joindre un secrétariat qui ne répond pas. Enfin bref, tout cela est très compliqué, complexifie la prise en charge. Et je pense que cela peut générer une réelle perte de chance pour nos patients âgés et qui nécessitent finalement un accompagnement, j'allais dire au plus près, mais c'est vrai pour tous les patients, mais particulièrement dans le grand âge où il y a vraiment une grande fragilité, une fragilité psychologique, médicale et sociale également. Donc c'était vraiment, je dirais que le principal frein était vraiment le temps et puis de se dire, finalement, lui, il s'en occupe pas, pourquoi moi je m'en occuperais ? Donc il y avait quand même aussi une réticence des deux côtés, je pense, parce qu'on n'arrivait pas à identifier l'outil et puis peut-être la manière d'y arriver aussi, tout simplement. Et Jacques, comment les professionnels de votre CPTS aborderaient-ils la question de la coordination avant la mise en œuvre de ces protocoles autour des outils Ségur ? En fait, ils abordaient ça comme ils pouvaient. C'est du bricolage. Tout professionnel de santé, quel qu'il soit, a son réseau personnel, son carnet d'adresses, qui va s'enrichir au gré de l'expérience ou du hasard. Et donc, chacun essaie de se débrouiller comme il peut. Mais la difficulté, c'est que lorsqu'on a une population de patients qui va croître, et on sait que ces patients vieillissent, c'est une difficulté. Lorsque les médecins traitants ne sont pas forcément là, c'est une difficulté. Des fois, ils sont partis. Et donc, on ne peut pas rester sur le bricolage individuel. On est obligé de prendre à corps ces problématiques-là pour pouvoir le traiter collectivement. Et donc, la coordination, au lieu d'être une coordination individuelle, elle devient une coordination collective, partagée, avec des outils partagés qui sont produits et qui apportent du service à tout le monde. Et donc, effectivement, avant, on était plutôt sur le fait qu'on se débrouillait, qu'on connaissait le docteur Untel et tout ça, ça pouvait se faire, on avait le numéro de portable d'Untel, etc. Et que maintenant, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que tous les patients ne dépendent pas du hasard, de la richesse du réseau social, du professionnel qui s'occupe de lui. Donc ça aussi, c'est important d'être équitable. Et donc, c'est nous qui sommes le garant de l'équité dans les soins, dans la mesure du possible. Et il faut mettre donc en place des outils qui sont utilisables et utilisés par tous. Et donc, on passe d'une coordination qui était à peu près aléatoire à une qui est plus systématisée, plus visible et plus pérenne aussi. Parce que, on ne peut pas baser uniquement sur les individus.
il faut que ce soit quelque chose qui soit institutionnel. Oui, institutionnel et institutionnalisé, j'allais dire, et surtout reproductible. C'est-à-dire que c'était vraiment ça. Le point de départ de travail, c'était d'avoir un outil réfléchi par tous, qui soit effectivement pérenne et reproductible finalement assez simplement, avec des objectifs simples et une utilisation assez simple. Merci pour vos éclairages sur les constats de départ. On va maintenant passer à la deuxième partie de notre temps d'échange, la démarche de déploiement. Comment les outils numériques du Ségur ont-ils été progressivement intégrés dans les pratiques des professionnels de la filière gériatrique? Alors, je m'adresse à vous, Nadine. Quelle démarche avez-vous engagée pour renforcer la coordination ville-hôpital et intégrer les outils socles du Ségur du numérique dans vos modes de fonctionnement? Alors, au départ, on a mis en place un groupe de travail où on a réuni l'ensemble des acteurs, ville-hôpital, hôpital-ville. Et ensemble, on a réfléchi à quel outil nous serait le plus pertinent. Ce qui a été amusant, en fait, au début de ce travail, c'est que tout le monde avait des bouts d'informations sur des outils numériques. Mais tout le monde n'avait pas la complétude de l'information. Je donne un exemple. Les médecins à l'hôpital ne connaissaient pas la possibilité qu'ils pouvaient utiliser le DMP, par exemple, et les acteurs de ville dire « je ne vois pas pourquoi nous, on y a accès et pas vous ». Donc, en fait, c'était vraiment un partage d'informations et aussi une découverte de l'ensemble des outils numériques. Et il a donc été décidé à ce stade-là du groupe de travail de faire venir les institutions, notamment le Cézanne, l'ARS, pour nous présenter l'ensemble des outils numériques existants. Et du coup, quelle transformation concrète cela a-t-il apporté à votre protocole de travail, notamment dans l'utilisation d'Orbis, le dossier patient informatisé utilisé à la PHP? En fait, voilà, ils avaient déjà mis en place plein de protocoles, enfin plein de projets, plein d'idées. Et donc, moi, c'est le docteur Marie qui est venu me rencontrer en me parlant de l'avis d'entrée, l'avis de sortie, pour informer les médecins traitants que leurs patients étaient hospitalisés, ou même les EHPAD, parce que l'EHPAD, quand elle envoie le patient aux urgences, après, ils ne savent pas où il est, dans quel hôpital il a été adressé. Donc, voilà, donc c'était informer tous les médecins traitants qui pouvaient ensuite contacter le médecin hospitalier pour donner, comme disait Magali tout à l'heure, il a fait une IRM cérébrale il y a un mois, je vous envoie les résultats, enfin plein de choses comme ça. Et donc après, moi c'est sur Orbis, comme je suis secrétaire, donc on a fait une réunion avec les secrétaires de gériatrie, on a fait une réunion avec le référent Orbis pour créer les courriers, les avis d'entrée, de sortie et de décès. Et voilà, ça s'est mis en place comme ça, naturellement, avec un tableau qui a fait... Oui, c'est vous qui l'avez fait, le tableau. Hein. Voilà. Pour qu'on puisse chiffrer les gens qui avaient des médecins traitants et ceux qui n'en avaient pas. Parce que, comme on disait, c'est très important, surtout pour les personnes âgées, d'avoir un médecin traitant en ville qui puisse prendre le relais. Et voilà. Et après, tout s'enchaînait. Quand ils n'en avaient pas, on faisait des demandes... la DAC, enfin, vous allez intervenir les personnes qui étaient là pour ça, pour que la prise en charge se poursuive après l'hospitalisation. Et dans le contexte du coup de situations cliniques complexes rencontrées dans le parcours gériatrique, quels ont été selon vous les acteurs ou instances clés mobilisés dans la démarche organisationnelle ? Dans les acteurs, c'est évidemment l'hôpital et la ville. L'hôpital parce que le GHU Paris-Saclay mène une politique très affirmée sur les relations ville-hôpital. Et puis, évidemment, toute l'équipe médicale et médico-soignante, mais également administrative, donc au niveau du service qui a travaillé sur le projet. C'est l'ensemble, en fait, des professionnels de santé qui ont beaucoup travaillé sur la mise en place de ce projet. Tout ça, ça a été piloté évidemment par la CPTS, Jacques Cité l'a dit tout à l'heure, mais également par la DAC 94 pour mener à bien en fait le lien et la coordination entre la ville et l'hôpital.
Jacques, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot dessus ? Effectivement, nous avons été puisqu'on était en train de vouloir expérimenter, nous sommes venus, en fait, c'est l'incitation. C'était quoi la situation au moment où nous sommes arrivés, nous nous sommes rencontrés ? Nous avions connu un outil qu'ils appelaient Théri-Santé, qui avait eu beaucoup de promesses et en fait, cet outil était en train de mourir puisqu'on se rendait compte que ce n'était pas utilisable en pratique et qu'il fallait pourtant répondre à ces problématiques de communication. Et ce que moi, en tant que praticien, je savais, par exemple, notamment avec les patients qui sortent ici, de la gériatrie, c'est qu'ils arrivaient à domicile avec un compte-rendu qui était un compte-rendu dit provisoire. Et ça, c'était bien. Alors, si par hasard, on arrivait en même temps à domicile avec le patient, le même jour qu'il sortait, on avait de l'information. Ce qui était pas mal. On s'est posé la question de savoir pourquoi ce compte-rendu provisoire ne pouvait pas arriver finalement par un autre biais. Et cet autre biais, c'était lequel ? Pas Théri-Santé parce qu'il était en train de mourir, mais nous, en tant qu'équipe en ambulatoire, on avait déjà expérimenté MS Santé. On avait fait l'effort de faire en sorte que tous les praticiens puissent avoir cette messagerie sécurisée parce qu'elle était nationale et que pour nous, c'était vraiment le b.a.-ba. Par contre, on se rendait compte que finalement, par rapport à la PHP, c'est ancien, maintenant c'est terminé, mais on avait assez peu de messages des établissements et encore moins des établissements type PHP parce que j'ai compris ensuite qu'il y avait une problématique technique de connexion entre le système d'information à la PHP et MS Santé. Ce n'était pas rentré dans les mœurs, ni techniquement. Et donc, on a posé cette question-là de la même manière qu'on a posé la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas avoir une information aussi simple que le patient est entré et sorti et voir le compte-rendu provisoire. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre ? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tous des systèmes qui ne le permettaient pas parce qu'un compte-rendu provisoire ne peut pas être envoyé. Et donc, c'est tout ça, très concrètement, qui a fait qu'on a commencé à travailler là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en ville, on a fait l'effort de faire en sorte que les praticiens aient la messagerie sécurisée, parce que tout le monde n'est pas... Et puis, on se disait que si on commençait à avoir du flux, ils allaient le regarder, ce qui est vrai. Et entre-temps, effectivement, les choses ont changé. On a d'abord vu les établissements privés nous mettre de la messagerie. Au départ, j'avais quasiment rien, je ne regardais pas. Et maintenant, il y a beaucoup de flux. Et ça vient d'un peu partout. Et du coup, ça devenait possible. Et puis, plein de questions se sont posées. À qui on envoie ? On envoie à qui ? Le médecin traitant. Mais c'est qui le médecin traitant ? Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que tous les patients n'avaient pas forcément un médecin traitant. Et là encore, ça me supposait, pour les services qui étaient investis là-dessus, de faire l'effort de trouver le médecin traitant. Ça encore, c'est de l'énergie, et trouver les coordonnées et la messagerie. Vous voyez, c'est tout un système, mais c'est un choix simple. Messagerie sécurisée. Merci Jacques. Vous avez en effet parlé de la messagerie sécurisée. Je m'adresse à vous maintenant, Nadine. Comment les outils numériques ont-ils aidé à structurer cette organisation et à améliorer la communication entre les professionnels ? Il fallait que cette organisation soit pérenne, c'est-à-dire elle ne devait pas être, comme l'a dit Jacques également, c'était une expérimentation au départ. Une fois qu'on a trouvé une solution efficiente il fallait qu'elle devienne pérenne. Et du coup, les investigations ont continué sur les propres outils informatiques et notamment Orbis à l'assistance publique pour pouvoir maintenant délivrer l'information attendue par la ville via l'outil métier de la PHP qui va directement sur les messageries sécurisées des médecins de ville. Les outils métiers, exactement. Et qui envoie aussi automatiquement, du coup, au dossier médical partagé. Et ça, juste si je peux rebondir, c'est vrai qu'on vient de l'expliquer, Jacques nous l'a expliqué, mais il y a encore quelques années, chacun avait son outil numérique. Et ces outils numériques ne se parlaient pas. C'était ça le problème. C'est que vous aviez beau avoir plein de bonnes idées, vouloir décrire une situation ou échanger avec un soignant ou un personnel de santé sur une situation médicale d'une personne âgée très fragile, on avait tous des outils, mais ces outils ne se parlaient pas. Et donc le défi, c'était vraiment d'avoir un outil partagé
et qui soit facile d'accès, qui soit porté par le patient, parce que quand même, c'est à lui de décider. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même une protection des données, que ce soit médicale ou non d'ailleurs, et tant mieux. Et cet outil, effectivement, on y va tous. Et aujourd'hui, il permet l'échange entre les autres outils. C'est vraiment le dossier médical partagé avec nos adresses sécurisées. Alors, il y a encore du travail à faire, mais c'était vraiment le point de départ. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, c'était impossible. Et c'était vraiment ça, le travail, et ce qui a été le point de départ du travail et des échanges autour de nos patients âgés, c'était ça, c'était trouver un outil commun et des moyens simples pour échanger. Eh ben justement, Magali, dans le cadre du parcours gériatrique, quels éléments ont, selon vous, facilité l'appropriation des outils numériques par les équipes de terrain ? L'expertise gériatrique, elle a ce site particulier qu'on prend en charge non pas une maladie, non pas un organe, mais une personne. C'est vraiment la définition de la gériatrie, c'est ça, c'est l'expertise psycho-médico-sociale. Et donc, dans notre approche, qui est une approche très particulière, hein, on a besoin de savoir quel est le quotidien du patient, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe quand il n'est pas à l'hôpital. Et du coup, pour avoir ces informations, il faut absolument que tout ça soit au même endroit. Alors, ça paraît simple aujourd'hui à dire, mais c'était vraiment des données qu'on avait de manière très disparate et qu'il était très, très, très difficile de colliger. Et donc, il nous fallait un outil qui nous permette d'avoir une vision très dynamique, parce que l'expertise gériatrique, c'est très dynamique, et pouvoir derrière proposer une prise en charge le plus adaptée possible. Pour pouvoir avoir accès et permettre de mettre en œuvre cette expertise gériatrique, il nous fallait des outils dont les jeunes et les moins jeunes puissent s'emparer à partir de ce qui existait. Donc effectivement, il y a les adresses numériques qui sont protégées, mais il fallait un dossier. Et dans ce dossier, il fallait qu'on puisse retrouver tous les éléments nécessaires à la prise en charge. Et la première des prises en charge, quand on est à l'hôpital, c'est d'informer les personnels et même les familles d'ailleurs, que l'hospitalisation a lieu et que les personnes sachent où le patient est hospitalisé et qui le prend en charge. Donc le premier outil, c'était d'avoir une adresse mail sécurisée et d'avoir le renseignement. Et c'est là où tout le travail de nos assistantes et des secrétaires est primordial, puisqu'il y a eu cette possibilité de retrouver le médecin traitant, qui est quand même la pièce angulaire de l'accompagnement de nos patients âgés à domicile. Et à partir de cette lettre de liaison, de cette lettre d'information comme quoi le patient a été hospitalisé, vous déroulez un lien et vous déroulez l'hospitalisation, puis la sortie d'hospitalisation que vous pouvez anticiper. Et pour ça, il fallait un dossier partagé, et c'est le fameux DMP qui est en cours de mise en place. Vous avez du mal à le consulter en pratique ? Est-ce que vous rencontrez des freins ou c'est plutôt fluide, justement ? Alors, l'accès, dans un sens, il est très simple, c'est-à-dire que tous les éléments que nous, médecins hospitaliers ou personnes à l'hôpital, rentrent dans le dossier Orbis à l'assistance publique, va sur le dossier médical partagé. Sur la consultation du dossier médical partagé, c'est assez simple, il nous faut une carte ICPS. Les outils ne sont pas encore déployés dans tous les services et auprès de tous les médecins. Tous les médecins ne le connaissent pas. Donc là, il y a un gros travail de communication à faire. Après, en ville, je pense qu'il est très utilisé. Il y a peut-être encore des limites sur les structures privées qui ont peut-être moins de facilité sur leur utilisation. Mais je pense qu'en ville, il est très utilisé. Jacques, du coup, je vous retourne la question. Oui, alors, effectivement, historiquement, nous avons misé sur des choses que font déjà beaucoup les médecins, c'est-à-dire utiliser leur messagerie, sauf à sécuriser. Donc, utiliser une messagerie sécurisée. Et nous avons beaucoup investi là-dessus. Et tous nos efforts à porter là-dessus, en se disant qu'au moins ça sera fait. La question du DMP s'est posée en même temps et après. D'une part parce que ce n'était pas dans les usages, que techniquement, ce n'était pas encore cela, en tout cas avant le Ségur, et que maintenant, ça devient plus facile avec les innovations ou les nouveautés, avec les logiciels. Donc,
Là, je pense que la situation, ça vaudrait le coup d'aller regarder. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que mon logiciel, qui est un logiciel qui est agréé AZIP, l'ancienne AZIP, V2, donc qui s'appelle OREDA, sans faire de pub, il permet de déverser de l'information dans ce DMP, de le récupérer. Mais en fait, il faudrait aller voir pour chacune de ces solutions si c'est aussi facile que ça. Je sais que nous, on a rencontré des difficultés parce qu'une fois que vous essayez de mettre des documents, ça ralentit le logiciel. Enfin, il y a des problèmes techniques qui ne sont pas encore résolus. C'est-à-dire, les éditeurs logiciels ont dit oui, on peut le faire. En théorie, ils le font. Mais en pratique, si c'est pour vous bloquer votre système et ne plus consulter, nous, en fait, le téléversement ne se fait pas de manière automatique. Tout ça pour dire qu'il y a certainement des choses à aller voir sur la question du DMP, parce que ce n'est pas encore tout à fait résolu. Et nous, si en maison de santé, on le rencontre collectivement, j'imagine que les médecins ou les professionnels qui sont plus isolés, ça va être encore plus compliqué. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la messagerie sécurisée marche très bien. Ça ne bloque pas, on reçoit et c'est devenu quelque chose de naturel. Et donc, je pense que l'enjeu actuellement, c'est le DMP, pour être certain qu'on puisse y mettre ce qu'il faut y mettre, sachant que ça ne résout pas tout, le DMP, mais au moins, c'est une archive. Oui, puis il y a vraiment des défis techniques aussi, parce que actuellement, le support, il est forcément numérique. Donc, il y a quand même... chez nos patients de plus de 80 ans, vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de support numérique et qu'il y a il faut quand même le garder à l'esprit, il y a une vraie difficulté pour eux à avoir accès à un portable, à une tablette, à un ordinateur. Nous, on a énormément de patients avec des pathologies neurocognitives, donc vous imaginez bien que ce n'est pas envisageable, il faut forcément un aidant. Donc voilà, il y a des défis techniques auxquels il faut réfléchir, il faut mettre personne à l'écart. Donc il y a encore du travail, il y a de l'amélioration. Mais en tout cas, le fait de savoir que ça existe et le fait d'avoir mis à jour et d'avoir pu diffuser l'existence de supports numériques qui soient fiables et qui soient protégés, et notamment les messageries, a vraiment permis que tout le monde puisse se parler. Mais au-delà de ça, il faut vraiment avoir à l'esprit que sans groupe de travail, sans défi humain qui se dit tous les jours, là, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, il faut qu'on se parle, et qu'est-ce qu'on met dans la machine ou dans la boîte pour que ça fonctionne, ça n'existera pas. Donc même si on a des outils numériques, il faut garder à l'esprit que le point de départ, c'est la réflexion entre différents professionnels, entre différentes structures, et c'est la connaissance de chacune de ces structures. Moi, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément et que j'essaye de diffuser au maximum chez les plus jeunes. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot hôpital? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot CPTS? Qu'est-ce que ça veut dire DAC? C'est important que tout le monde comprenne qu'il y a derrière ces acronymes, qui travaille et quel est l'objectif. Le DMP, c'est pareil, mon espace santé, si on veut que les gens s'en emparent, il faut leur expliquer. Et ça, c'est très important et c'est de la communication, c'est un outil numérique supplémentaire. Cécile, est-ce que vous souhaitez rajouter un petit mot? Moi, je voulais juste rajouter par rapport au DMP, pour le nourrir, en fait, il faut que l'identité soit validée au niveau de la PHP. Et donc, il y a beaucoup, alors, les personnes âgées particulièrement, puisque étant loin de la caisse, elles ne vont pas en caisse valider leur identité. Les filles envoient la carte vitale, mais tant qu'elle n'a pas la carte d'identité, donc l'identité n'est pas validée et on ne peut pas nourrir le DMP sans que l'identité soit validée. Donc ça, c'est encore un frein à ce que tout le dossier soit bien nourri et pour qu'il soit consulté par les autres médecins. Quand vous parlez d'identité, vous parlez bien sûr de l'INS, de l'identité nationale de santé. En effet, tant que l'INS n'est pas qualifié, on ne peut pas alimenter le dossier médical partagé. Et justement, Jacques, pour clôturer cette deuxième partie, dans le cadre de la mise en œuvre des outils du Ségur, comment la coordination a-t-elle été pensée au sein de votre CPTS et de quelle manière celle-ci a-t-elle été mobilisée en tant que relais d'information, acteur de formation ou de terrain d'expérimentation? Pour la coordination sur le terrain, il faut partir de la réalité des professionnels. Et tout simplement, la première des choses, c'est de s'assurer que ceux
qu'on peut atteindre, ils ont installé l'outil sur leur ordinateur, qu'ils l'utilisent et qu'ils en voient un bénéfice. Donc ça a été principalement, on avait commencé ce travail avant de commencer le projet et on a continué ce travail-là. Et la chance qu'on a eue, c'est que dans le même temps, au fur et à mesure, les acteurs, notamment hospitaliers, commençaient à utiliser la messagerie sécurisée et le flux d'informations et de données était de plus en plus important. Du coup, ça incitait les professionnels à l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel des choses, c'est les accompagner. Lorsqu'on est en équipe, c'est de regarder effectivement si c'est utilisé. Lorsqu'on n'est pas en équipe, c'est de faire éventuellement un webinaire pour expliquer, mais surtout de mettre en lien, on a beaucoup fait ça, de mettre en lien le professionnel avec un acteur qui va l'aider à installer et à utiliser la messagerie. Je sais qu'on avait des référents au niveau du Cézanne pour ça, mais il y a aussi au niveau de l'assurance maladie, ils ont une cellule informatique avec des gens qui aident aussi. Et donc c'est vraiment ça, du très concret. Et c'est comme ça que les choses avancent, parce que quand ça marche, les gens l'utilisent. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la coordination, mais ça suppose déjà de donner l'information, de s'assurer qu'ils l'ont, d'aller au plus proche des gens, de leur dire voilà, vous avez cette possibilité, voilà, tel numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Éventuellement, ce que je peux compléter, c'est que, comme vous l'avez tous dit au départ, c'était un peu difficile. Ensuite, tout le monde a joué le jeu. Aujourd'hui, l'objectif est atteint et on en est déjà à imaginer le déploiement de ces protocoles sur d'autres services. Donc, on voit bien que l'expérimentation a été transformée et aujourd'hui, on va le développer. Et le faire connaître. Et le faire connaître. Voilà, l'idée, c'est au point de départ, c'était effectivement dans les services de gériatrie. Aujourd'hui, les protocoles d'entrée et de sortie sont diffusés dans des services de spécialité d'organes et même dans des structures d'hospitalisation de ville, d'hospitalisation privée et même ambulatoire, où on nous informe que tel patient est pris en charge de temps à temps. Et donc, tous les acteurs vont pouvoir avoir accès à cette information. Mais au-delà de ce que disait Jacques, au-delà de la création, du brainstorming, etc., il faut vraiment diffuser et animer. Et c'est garder cette énergie-là. Les choses ne sont pas faites simplement parce que ça a été créé. Il faut vraiment le faire vivre. Et du coup, même la messagerie sécurisée, même le DMP, même les protocoles, même les équipes mobiles, même les CPTS, même le DAC, il faut les faire vivre. Et ça, c'est sans doute le plus important. Merci pour ces retours d'expérience sur le terrain. Nous arrivons maintenant à la troisième partie et la dernière partie de notre table ronde dédiée aux résultats. Alors Magali, selon vous, l'usage renforcé du DMP ou de la messagerie sécurisée a-t-il permis d'améliorer la prise en charge des patients ? Et quel impact concret cela a-t-il eu sur votre pratique au quotidien ? Alors, il y a un exemple très très simple, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, le groupe de travail avec la mise en place de cet outil numérique nous a permis à l'hôpital de nous rendre compte qu'à peu près un patient sur deux âgé n'avait pas de médecin traitant. Alors qu'on n'en avait pas forcément conscience au départ, puisque effectivement on n'avait pas le temps, pas l'occasion, pas en tout cas la personne ressource pour trouver l'information. Et donc à partir de ce constat, on a pu continuer le travail qui avait été engagé, d'abord avec les CPTS du territoire et le DAC 94 pour mettre en place des propositions pour des patients âgés qui n'avaient pas de médecin traitant et donc avoir recours à des professionnels de ville qui s'engageaient à prendre en charge des patients qui sortaient de l'hôpital. Et nous, de notre côté à l'hôpital, cela nous a permis de mettre une équipe mobile gériatrique à domicile en place avec un gériatre, une infirmière en pratique avancée, une ergothérapeute et une infirmière coordinatrice qui font ce travail de coordination pendant 3 mois pour des patients en situation complexe qui n'ont pas de médecin traitant et toujours en partenariat avec les CPTS, avec le DAC 94, mettre en place un médecin traitant
pour que le suivi puisse se faire avec derrière, bien évidemment, tout le suivi gériatrique hospitalier. Donc ça a été très concret pour les patients de nos territoires âgés. Cela nous a permis de créer cette structure. Et justement, quels sont les retours des professionnels concernant l'équilibre entre le temps qu'ils consacrent à ces outils et les bénéfices qu'ils en retirent ? On a un vrai gain sur la connaissance, sur l'approche de nos patients, cette approche holistique où vraiment on prend en compte le patient dans toutes ses dimensions. Malheureusement, c'est du temps. Lire ses mails, c'est du temps. Remplir un dossier, même numérique, c'est du temps. Et finalement, je ne suis pas certaine qu'on gagne en temps. On gagne en connaissance, en luminosité, mais en temps, et je pense que c'est pareil pour tous nos confrères, on passe beaucoup de temps devant un écran et finalement, il faut être très vigilant que cela ne nous éloigne pas de notre pratique clinique. Donc c'est un vrai outil, on en a besoin, on ne peut pas s'en passer. Pour autant, ce n'est pas forcément un gain de temps. Jacques ? Oui, alors la question du temps, chaque fois que ça revient tout le temps avec les professionnels, j'ai pas le temps, j'ai pas assez de temps. Le temps, c'est un problème de choix. C'est un problème de choix, le temps. Effectivement, le temps est limité, une journée à 24 heures et voilà, et on ne peut pas aller au-delà. Et donc effectivement, lorsqu'on décide de consacrer des ressources, y compris des ressources en temps, effectivement, il faut qu'il y ait un bénéfice par ailleurs. Là, on est dans une phase qui est une phase d'investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on décide de mettre en place un outil numérique, une messagerie sécurisée, alors qu'on a son Google ou son Yahoo, ça signifie qu'il faut aller dans 2 messageries, celle ordinaire et celle qui n'est pas ordinaire. Comment fait-on pour rentrer ça dans nos pratiques ? Ça, c'est des changements de pratique. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais si on est persuadé qu'il n'y a pas d'autres moyens pour pouvoir échanger, on est bien obligé d'investir là-dessus. Et probablement qu'on a besoin de hiérarchiser l'information. Tous les courriels n'ont pas le même niveau d'urgence. Et donc, il y a certainement une réflexion. Ce n'est pas fini. Il y a certainement une réflexion à avoir. Et il faudrait probablement, et là j'y pense maintenant que j'ai du flux, qu'on ait dans la messagerie MS Santé, qu'on puisse identifier tout de suite ce qui est très important, ce qui l'est moins. Si c'est juste une compte-rendu d'une consultation, ça peut se voir après, même pas du tout. On le verra au moment où on voit le patient. Par contre, si c'est une information importante. Jacques, vous parliez de la messagerie sécurisée. En quoi l'usage de la MS Santé, donc de cette messagerie sécurisée, et la mise en place d'une équipe mobile ont-ils permis de mieux répondre à ces situations C'était vraiment pouvoir répondre à des situations complexes dont on sait qu'à un moment donné, si on ne se met pas tous autour de la table et si on ne parle pas tous de la même chose et si on ne sait pas ce que l'autre a fait, la situation va rester complexe. Alors, ce n'est pas une baguette magique, hein, et la gériatrie, c'est un peu, on a besoin d'outils, c'est un peu le couteau suisse. Donc, on a besoin de plusieurs outils. Et donc, la messagerie sécurisée, l'équipe mobile, tous les différents éléments dont on vient de parler, les lettres de liaison, les coups de fil, ça sert à ça. Ça sert à se poser, à essayer de mettre en place ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, tout en sachant que peut-être que dans 2 jours, il faudra changer. Mais en tout cas, on a connaissance de la situation, on a l'outil, on connaît les référents, on connaît les personnes qui interviennent auprès des patients, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Et donc, ce temps de connaissance, ce temps de communication va forcément plus vite que quand on ne sait pas. Donc, c'est une meilleure accessibilité aux patients et à sa prise en charge. Et c'est vraiment pour aller quand la ville va au domicile, c'est pas pour faire à la place du domicile, mais au contraire, pour que les personnels de ville soient les plus adaptés et surtout les plus au courant de ce qu'il faut faire pour leur prise en charge. Donc c'est une vraie passerelle. Et pensez-vous que ces outils ont renforcé la qualité des décisions médicales, notamment en amont ou en sortie d'hospitalisation? Quand je parle d'outils, je parle bien sûr de la messagerie sécurisée, du dossier médical partagé, mais aussi de mon espace santé. À partir du moment où nous avons
autour d'une table, autour d'un téléphone, autour d'une messagerie sécurisée, les bonnes personnes, les décisions sont forcément plus adaptées. Et elles sont au plus près de la situation de la personne prise en charge, avec elle au centre et elle qui décide. Il ne faut pas oublier cette notion-là, effectivement. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'anticiper. En gériatrie, on fait de la prévention, mais je pense qu'il faudrait que tous, d'ailleurs tous autour de cette table, on ait mon espace santé pour que quand on aura 85 ans, notre espace santé soit fiable, ouvert, actif, avec les bonnes personnes et les bonnes références. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Merci à tous pour votre participation. Merci à vos vous. témoignages.